Alors moi j'ai la lourde charge ce soir de vous expliquer que la croissance, on verra, ça va être ça l'essentiel de mon intervention. Et en fait, je vais vous l'expliquer à travers le prisme énergie et climat. C'est-à-dire je vais vous parler de deux sujets qui sont la question énergétique et la question climatique. La moitié du temps, je fais à une échelle plus modeste que la vôtre, le chef d'entreprise, puisque je co-dirige Carbone 4, qui compte du reste au moins 2 clients dans cette salle, au moins Eiffel et AG2R dedans. Carbone 4 aujourd'hui fait à la fois du conseil, de la fourniture de données pour le monde financier, de la formation et de l'empreinte carbone personnelle. Entre un quart et un cinquième de mon temps, je préside le Shift Project, qui est une association d'entreprises qui milite pour la décarbonation de l'économie. Et enfin, une partie du reste du temps, je fais des interventions, j'enseigne. Je suis membre du Haut Conseil pour le climat, voilà. Mais tout ça, j'ai envie de dire, c'est la partie médiatiquement émergée de l'iceberg. Mais l'iceberg, c'est Carbone 4 et Shift Project. Voilà. Comme vous êtes des gens pressés et que je n'aurai pas le temps de détailler tout ce qu'il faudrait que vous sachiez, vous allez donc trouver un cours dans cet excellent livre, parce qu'en fait, c'est un cours, vous le verrez. Donc, c'est un cours qui est expliqué, enfin, voilà, romancé en BD, mais ça reste quand même un cours. Alors, ce cours, il parle de deux choses. La première chose dont il parle, c'est de l'énergie. L'énergie est une notion qui n'est pas si simple que ça à expliquer au commun des mortels, et en particulier quand on prononce ce mot dans une enceinte, à peu près n'importe où. En général, les réflexes pavloviens qui viennent à l'esprit concernent tout sauf la définition correcte du mot. Vous savez qu'il y a un ministre de la transition énergétique, celle-là n'a pas sauté. Eh bien, c'est pas complètement sûr que la ministre de la transition énergétique sache définir de façon rigoureuse, très exactement, ce qu'est l'énergie. Probablement capable d'en parler, mais pas sûr qu'elle sache correctement le définir. Dans les réflexes qui viennent à l'esprit quand on parle d'énergie, il y en a un qui est particulièrement prégnant en ce moment, qui est que ça coûte cher. Alors certes, ça coûte cher quand on l'achète, ça coûte cher quand c'est de l'électricité, ça coûte cher quand c'est du gaz, ça coûte cher quand c'est de l'essence. En fait, vous allez voir un peu plus tard que ça coûte pas cher du tout, et en plus, rentrer dans l'énergie par le prisme de son coût, c'est rater complètement l'importance que l'énergie occupe aujourd'hui dans la structuration du monde. Une deuxième manière de rentrer dans l'énergie est de parler d'économie. Alors c'est particulièrement là aussi à la mode en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine et les interrogations que nous commençons à avoir sur l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Alors c'est une interrogation que nous avons de temps en temps, c'est un discours qu'on entend de temps en temps. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé sur le siècle et demi écoulé, et même avant, l'énergie, on ne l'a jamais économisée à l'échelle planétaire. Vous avez ici une reconstitution de la quantité totale d'énergie qui est utilisée par l'humanité depuis un siècle et demi. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est plusieurs choses. La première, c'est que sur ce siècle et demi, jamais la quantité totale d'énergie utilisée sur Terre n'a baissé. La deuxième chose que vous voyez, c'est que les diverses formes d'énergie que nous utilisons aujourd'hui se sont empilées les unes sur les autres. Il n'y a jamais eu, à large échelle, d'exclusion d'une forme d'énergie par une autre. Donc vous voyez que le charbon, là, il s'est empilé par-dessus les renouvelables, par-dessus la biomasse, biomasse qui constituait l'essentiel de l'approvisionnement il y a un siècle et demi. Donc il y a un siècle et demi, le monde était quasiment 100% renouvelable. J'y reviendrai dans pas longtemps. Hein. Donc un monde 100% renouvelable, ça ne pose pas de problème, on sait en faire un. Il n'y a strictement aucun problème de faire un monde, c'est celui dont on vient. Par-dessus, on a empilé le charbon, puis par-dessus, on a empilé le pétrole, qui n'a pas remplacé le charbon, par-dessus, on a empilé le gaz, etc. Et ce que vous voyez tout en haut, là, en rose, c'est les nouvelles énergies renouvelables. Donc, c'est l'agrégat du solaire, de l'éolien, du marémoteur, du houlomoteur, du biogaz, de la géothermie, et je dois en oublier une ou deux. Donc, vous voyez ce que ça représente à l'échelle planétaire. Et vous voyez surtout que leur augmentation sur les 20 dernières années n'a absolument pas empêché, toujours sur les 20 dernières années, le charbon d'augmenter très fortement, le pétrole d'augmenter fortement, le gaz d'augmenter très fortement. Ce qui fait que quand vous regardez la part des énergies fossiles dans l'approvisionnement énergétique mondial, elle est aujourd'hui de 80%, exactement comme elle était de 80% en 1974. Hein, cette part-là n'a pas changé. L'essentiel de ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est des énergies fossiles, et le développement de l'ère industrielle, c'est précisément sortir des énergies renouvelables pour rentrer dans les énergies fossiles. C'est précisément ça le développement de l'ère industrielle. Troisième réflexe qui nous vient donc maintenant à l'esprit, donc il faut retourner aux 100% renouvelables, mais évidemment en conservant la société industrielle. Alors je le redis, aller vers un monde 100% renouvelable ne pose aucun problème. Voilà par exemple un monde 100% renouvelable, et j'aurais pu vous montrer n'importe quel tableau de n'importe quelle société humaine, jusqu'à il y a 2 siècles, je vous aurais montré un tableau d'une société 100% renouvelable. Donc je le redis, faire un monde 100% renouvelable ne pose aucun problème. Un monde 100% renouvelable avec le fonds agro-croissance, c'est pas sûr.
Donc c'est bien ça la question. Est-ce qu'on saura faire un monde 100% renouvelable avec le pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui, la civilisation industrielle qu'on a aujourd'hui, la mondialisation et des places de cinéma pas chères? Eh bien, c'est la question qu'il faut se poser et vous allez voir à la fin de cet exposé qu'il n'est pas complètement sûr que la réponse soit oui. En fait, la bonne réponse en ce qui concerne l'énergie, alors je vais vous donner la réponse scientifique et puis ensuite je vais vous donner la réponse dans la vie de tous les jours. La réponse scientifique, c'est que l'énergie, c'est par définition en physique ce qui quantifie le changement d'état d'un système. Voilà, c'est ça la définition de l'énergie. Donc, l'énergie est une grandeur physique. Elle caractérise les changements d'état d'un système, donc n'importe quel système qui change de température, de vitesse, de forme, de couleur, de composition chimique, de composition atomique, etc. Dans n'importe laquelle de ces transformations, vous avez de l'énergie qui entre en jeu et la quantité d'énergie qui entre en jeu quantifie le degré de transformation du système. Plus vous surgelez un aliment bas, plus vous avez transformé par rapport à son état initial, plus vous avez utilisé d'énergie. Plus vous déplacez une boîte de conserve loin, plus vous avez transformé par rapport à l'état initial, plus vous avez utilisé d'énergie, etc. Donc l'énergie, c'est l'unité de compte de la transformation. Alors dans la vie de tous les jours, moi je lui donne un autre nom à l'énergie, c'est comme vous le voyez la réponse D, et donc voici D. D, c'est, comme vous le reconnaissez sur cette planche, c'est le costume d'Iron Man. Alors pourquoi est-ce que je dis que l'énergie c'est Iron Man? En fait, je ne dis pas que l'énergie c'est Iron Man, je dis que l'énergie c'est la nourriture d'Iron Man. L'énergie, c'est les croquettes d'Iron Man. Iron Man, c'est le costume qu'aujourd'hui, nous portons toutes et tous sur nos épaules en permanence. On va me dire, non, là, sur nos épaules, à part cet Olibrius qui n'a ni veste ni cravate, nous on a des vestes et des cravates, c'est pas du tout ça. Si, vous portez en permanence le costume d'Iron Man sur vos épaules, comme moi. Alors, il n'a pas la tête du costume d'Iron Man, il a cette tête-là, mais il remplit exactement les mêmes fonctions. Notre costume d'Iron Man aujourd'hui, c'est le parc de machines que nous avons sur Terre, dont je vais vous montrer maintenant que la puissance est absolument faramineuse par rapport à la puissance de nos propres carcasses, et que sans ce parc de machines dopées au combustible fossile, on pourrait oublier les retours sur investissement à 10% par an dans l'agroalimentaire. D'accord? Ça n'existerait pas. Enfin, 10, c'est probablement les mauvaises années, 20 les bonnes. Je vais vous donner maintenant quelques exemples de petits bouts de ce costume d'Iron Man. Donc, on va commencer par le gros orteil d'Iron Man, qui s'appelle un tracteur. Eh bien, un tracteur, si vous faites un rapide calcul, le moteur d'un tracteur, c'est un petit tracteur, céréalier dans la Beauce, il a un tracteur plus gros que ça, quelques dizaines de kilowatts, eh bien, développe en pratique la même puissance que quelques centaines de paires de jambes sur une journée, en moyenne, d'un cycliste bien entraîné. Donc, quand je mets un tracteur dans les champs, il est capable de me faire le travail de quelques centaines de paysans ou de quelques dizaines d'animaux de trait. À la différence près que les animaux de trait ont besoin d'autres champs pour se nourrir, mon tracteur, il a besoin du sous-sol pour se nourrir. Donc, grâce au tracteur, on libère la totalité de la surface pour les hommes. On n'a plus besoin de la surface pour les animaux de trait. Prenez une moissonneuse-batteuse. Là, j'ai pris la plus grosse que j'ai trouvée. Je ne sais pas si c'est John Deere ou je ne sais pas qui la fabrique. Là, on devient un peu plus sérieux, 500 kW, donc elle a la même puissance de traction que 5000 fois Pantani, alors pas tout à fait Pantani, parce qu'en plus ça ne l'a pas réussi, un peu moins bien, un bon cycliste du dimanche, voilà, bien entraîné, eh ben, il en faut 5000 attelés devant ma moissonneuse-batteuse pour tracter avec la même puissance, sauf que ça ne coûte pas le même prix. La moissonneuse-batteuse, là, vous coûte considérablement moins cher que si vous deviez embaucher 5000 personnes au SMIC pour tirer l'engin. Voilà maintenant d'autres auxiliaires très utiles de l'agriculture, enfin très utiles, très puissants plus exactement. Vous aurez reconnu, évidemment, vous les côtoyez tous les jours, des usines d'engrais et de phytosanitaires. Alors en l'occurrence, ce n'est pas exactement une usine de phytosanitaires, c'est un des maillons de l'usine, de la pétrochimie. Et la première usine venue en matière de chimie, elle vous fait quelques centaines de mégawatts. Et donc pour la faire tourner, s'il fallait que ce soit des êtres humains qui la fassent tourner, il faudrait avoir des centaines de milliers ou des millions de travailleurs pour mouliner, comme sur les bateaux de course, là vous savez, les gens qui winchent, ou pour pédaler, comme Charlton Heston dans Soleil Vert, excellent film que je vous conseille de revoir. Donc pour remplacer une seule de ces usines, si on n'avait pas les machines, il faudrait des centaines de milliers ou des millions de personnes. Continue. Vous avez besoin dans l'agriculture également de faire venir des engrais phosphatés ou potassiques. Ça transite par minéralier. Eh bien, un minéralier, il pédale, enfin le moteur du minéralier, il pédale comme 200 000 fois les jambes du capitaine. Donc là, c'est pareil, si je devais avoir 200, alors en l'occurrence plutôt 2 millions, parce que les bras sont 10 fois moins puissants, de galériens,
Je devrais prendre 10% de la population active française et l'envoyer aux galères, rien que pour développer la même puissance que le moteur d'un seul de ces minéraliers. Un camion, qui sont absolument partout aujourd'hui, eh bien, le moteur d'un camion développe la même puissance que des milliers de fois les jambes du conducteur. Et un laminoir, là aussi un laminoir, c'est un auxiliaire indispensable de la civilisation industrielle. Vos usines n'existeraient pas sans laminoir, les engins agricoles n'existeraient pas sans laminoir, les camions n'existeraient pas sans laminoir, donc sans l'acier, notre civilisation n'existe pas. Eh bien, pour remplacer un laminoir, on en a au moins 2 en France, à ma connaissance, Dunkerque et Fos-sur-Mer. Pour remplacer un laminoir, il faut que j'emploie la moitié, sans machine, dans un monde sans machine, il faudrait que je mette au travail, avec des marteaux dans les mains, à taper sur la tôle toute la journée, la moitié de la population active du privé en France. D'accord? Donc je prends la moitié de la salle, là, je l'envoie taper sur des tôles à Fos, et l'autre moitié de la salle, je l'envoie taper sur des tôles à Dunkerque. Bon, puis je fais ça partout. Bon, évidemment, on ne ferait plus rien d'autre, donc il n'y aurait pas la civilisation qu'on connaît. Mais c'est juste pour vous dire à quel point les machines sont aujourd'hui omniprésentes et à quel point elles sont extrêmement puissantes. Alors si je prends votre petit déjeuner, eh bien votre petit déjeuner, c'est des machines et de l'énergie. Ce que vous avez dans votre assiette a été cultivé par des engins, pas par des gens. Si on robotise les engins, du reste, on n'a plus besoin des gens. Vous avez utilisé des phytosanitaires qui viennent de l'industrie pétrolière, vous avez utilisé des fûts en plastique qui viennent de l'industrie pétrolière, enfin vous avez utilisé tout un tas de trucs, donc vous avez utilisé des plateformes pétrolières. Vous avez utilisé de l'industrie chimique amont, tout ça en mangeant, évidemment. Vous avez utilisé des mines de potasse et de phosphate, ça c'en est une, ça en mangeant également. Vous avez utilisé des trains, vous avez utilisé des camions, vous avez utilisé des machines dans les usines, vous avez utilisé de la fabrication d'emballage, vous avez utilisé des camions, vous avez utilisé des engins pour réfrigérer ou pour chauffer. Voilà toutes les machines que vous avez utilisées juste pour avaler un bol de céréales, un café au lait ou une tartine. J'aurais également pu vous faire la liste de toutes les machines qui ont travaillé pour vous enfilier un slip ou vous nouiller une cravate, etc. Bref, nous vivons aujourd'hui dans un monde de machines, vous ne vous en rendez pas compte, mais le moindre de nos gestes du quotidien a mobilisé des milliers, des millions, des milliards de machines pour que nous puissions vivre comme nous vivons aujourd'hui. Et ces machines participent également d'une économie totalement mondialisée. Vous êtes tous et toutes, comme moi du reste, inscrits dans une économie mondialisée. Dès lors que vous utilisez un emballage en métal ou en plastique, vous utilisez quelque chose qui n'a pas trouvé son origine en France. Il n'y a plus une mine de fer en France, il n'y a pas un peu de pétrole dans le bassin parisien, mais enfin c'est 3 fois rien. Donc nous sommes tous et toutes dans une économie mondialisée grâce aux machines. C'est ça le monde dans lequel on vit. Si on fait un petit calcul d'ordre de grandeur, le parc total de machines installées sur Terre, au moment où je vous parle, grâce à ces croquettes pour machines particulières, c'est-à-dire l'énergie, il est capable de démultiplier à tout instant la puissance musculaire de l'humanité par un facteur 200. Alors je peux vous le dire de 3 manières différentes, cette affaire-là. Un terrien ordinaire, je parle bien d'un terrien ordinaire, je ne parle pas des gens dans cette salle, pour qu'il vive de la même manière qu'il vit aujourd'hui dans un monde sans machine, il faudrait qu'il ait 200 esclaves à sa disposition H24. En France, c'est plutôt 600, et dans cette salle, comme nous sommes des cadres supérieurs, c'est plutôt 1000 à 2000. Donc, dans un monde sans machine, pour avoir le mode de vie que vous avez aujourd'hui, vous devriez avoir 2000 esclaves à votre disposition H24. Je veux vous le dire d'une autre manière, dans un monde sans énergie fossile, donc sans machine, le PIB mondial, la population constante, serait divisé par 200. Où sont mes 10 à 20% de rendement Voilà, par 200. Je peux vous le dire encore d'une troisième manière, pour avoir le même PIB qu'aujourd'hui dans un monde sans machine, il faudrait passer de 8 à 1600 milliards d'individus sur Terre. Alors déjà qu'à 8, on a quelques problèmes de place. 600. Et ce que je viens de vous dire, ce rapport de 1 à 200, vous explique pourquoi, quand vous regardez le PIB mondial en fonction de la quantité totale d'énergie utilisée sur Terre, en fait, vous êtes en train de regarder le PIB exprimé en fonction de la taille du parc de machines en service. Et donc, vous êtes juste en train de regarder à comment je mesure avec une unité des euros des flux de transformation que le physicien ou l'ingénieur peut mesurer en joules. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Et on les mesure avec 2 unités différentes, des joules ou des euros. Alors cette courbe est très très légèrement convexe, comme vous pouvez le voir, ce qui veut dire qu'on a un peu d'efficacité énergétique tous les ans. Mais vous voyez qu'au premier ordre, dis-moi combien l'humanité utilise d'énergie, c'est-à-dire quelle est la taille du parc de machines qu'elle met en service, et je te dirai quelle est la taille de son PIB. Alors là, vous comprenez que Monsieur le maire, faire croître le PIB dans un monde en contraction énergétique, parce
que c'est ça l'objectif et c'est ça la contrainte, comme je vais vous l'expliquer, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Tout ce que nous avons vécu au 19e et au 20e siècle, je vais y venir rapidement derrière, est la conséquence de ça. L'augmentation du pouvoir d'achat, la tertiarisation, la baisse du nombre d'agriculteurs, les gens qui vont se mettre dans les villes, le temps libre, tout ça, c'est la conséquence de l'ère des machines. Tout. C'est pas tant la CGT et le MEDEF, c'est surtout le fait que voilà, la CGT et le MEDEF, dans un monde sans énergie, ils n'auraient pas obtenu grand-chose. Tout ça, c'est la conséquence, encore une fois, de cette abondance, de cette surabondance énergétique qui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas après tout, ne durera qu'un temps. Comme l'essentiel de cette énergie est fossile, vous avez aussi ici le drame des négociateurs climat, c'est-à-dire qu'au premier ordre, le PIB mondial est aussi une fonction linéaire des émissions de CO2 planétaires. En fait, la même variable, c'est-à-dire la quantité d'énergie, c'est-à-dire le parc de machines en service, vous donne deux sorties, du PIB d'un côté, du CO2 de l'autre, et du coup, c'est à peu près proportionnel. Comme la décarbonation de l'énergie n'arrive pas, 80% de fossiles il y a 50 ans, 80% de fossiles aujourd'hui, encore une fois, au premier ordre. Voilà. Ce qui veut dire que la neutralité carbone en 2050, sans organiser une récession mondiale, tous les ans, soutenue, c'est juste impossible. Donc nous l'aurons de gré en organisant cette récession, ou de force avec des accidents qui la provoqueront sans nous demander notre avis. Le Covid et la guerre en Ukraine étant des variantes possibles de la chose. Et sur une planète finie, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Ça fait 50 ans que les modélisations de l'équipe Meadows au MIT et, voilà, ont expliqué de façon très lumineuse, je vous invite à lire ou relire ce livre absolument génial qui s'appelle The Limits to Growth, qui a été édité en 1972. C'est de la dynamique des systèmes, c'est pas du tout de l'écologie radicale. C'est de la dynamique des systèmes fait par des physiciens. Et ça vous explique pourquoi, malheureusement, la croissance perpétuelle dans un monde fini, ça aura du mal à se produire. Alors voilà une courbe qui est directement, ou un nuage de points plus exactement, qui vous explique en quoi l'abondance des machines a déformé la structure de l'emploi et pourquoi aujourd'hui on peut produire beaucoup plus de nourriture avec beaucoup moins de gens dans les champs. Tout simplement que les gens ont été remplacés par des machines. Vous avez ici, pour un certain nombre de pays dans le monde, donc chaque point représente un pays, vous avez la part de l'emploi la part de l'agriculture dans l'emploi sur l'échelle verticale et la quantité d'énergie utilisée par personne et par an sur l'axe horizontal. Eh bien, vous voyez que si vous regardez aujourd'hui dans le monde, plus un pays utilise d'énergie par personne, moins il a d'agriculteurs. C'est exactement ce qui s'est passé aussi en France avec l'augmentation de la quantité de machines en service. L'emploi agricole en France, c'était 60%, même c'était les 2/3 en 1800. C'est un modeste 2% aujourd'hui. Alors que la production de nourriture a été multipliée par 4 à 5. Qu'est-ce qui a fait ça? Les tracteurs, les engrais, les phytosanitaires, c'est-à-dire des machines et de l'énergie. Comme on n'a plus besoin des gens dans les campagnes, ils sont allés faire autre chose. Alors autre chose, c'est quoi? Avec l'énergie abondante, on a utilisé d'autres machines que celles à cultiver. On a utilisé des machines à extraire de terre tout ce qu'on y trouve et à transformer ces ressources. Et donc, on a fait le pistolet à eau, le lecteur de DVD, les fauteuils sur lesquels vous êtes installés et la moquette sur laquelle on marche. Voilà, on a fait tous ces trucs-là en extrayant des ressources de l'environnement et en les transformant. Où est-ce que ça se passe, ce genre de truc? Dans des mines et des usines. Où sont les mines? Un peu partout. Où sont les usines? On les a construites là où c'était facile d'avoir des gens en grande quantité, donc ça a créé pour partie les villes. Puis une fois qu'on a remplacé les gens dans les usines par des machines, ça s'appelle la robotisation, à ce moment, à quoi est-ce qu'on utilise les gens? À gérer la complexité du monde. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Nous gérons la complexité du monde. Produire des comptes consolidés, mettre en place un ERP, mettre en place un CRM, s'occuper de workflow et s'occuper d'optimiser des lignes de production, c'est gérer la complexité du monde. S'occuper de la logistique et faire des campagnes de publicité, c'est gérer la complexité du monde. Donc, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Comme moi, vous n'êtes pas avec une pelle et une pioche, moi pas plus, à utiliser vos bras et vos jambes. Tous autant que vous êtes comme moi, on vous couperait les 2 bras, les 2 jambes et on vous donnerait la possibilité de commander un ordinateur avec votre cervelle, vous feriez le même métier qu'aujourd'hui. À peu de choses près. Ça ne changerait pas. Donc aujourd'hui, nous avons tertiarisé l'économie parce que nous avons beaucoup d'énergie. C'est un truc qu'on explique dans le bouquin pas à pas. Une économie tertiaire, en fait, et je vous ai épargné les cours aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais une économie, j'ai eu un enregistrement de conférence que j'ai fait à Centrale Nantes il y a 1 an et demi, c'est une des plus longues conférences que j'ai faites, allez voir.
je détaille ce que je viens de vous dire avec plein de courbes très, très parlantes sur le lien entre énergie et tertiarisation. Et on voit la tertiarisation qui augmente à mesure que la quantité d'énergie par personne augmente. On voit que l'emploi dans l'agriculture diminue à mesure que la quantité d'énergie par personne augmente, etc. Et tous les pays ont suivi exactement la même évolution, que les gouvernements aient été étiquetés à droite, à gauche, qu'ils aient été démocratiques ou autoritaires. Hein, c'est toujours la même évolution absolument partout. Donc on a vidé les campagnes et fait les villes. C'est la même évolution spatiale qui s'est produite dans tous les pays européens, dans tous les pays du monde. Dès que l'énergie arrive en masse, urbanisation. Ce qui veut dire qu'une civilisation fortement urbanisée, contrairement à l'idée qu'on se fait souvent, n'est pas une civilisation résiliente face à la sobriété énergétique, c'est une civilisation fragile face à la sobriété énergétique. Cette abondance énergétique nous a également permis de nous nourrir pour pas cher. L'inflation alimentaire, non, ça vaut rien la nourriture aujourd'hui. La nourriture aujourd'hui, c'est essentiellement vos marges, celles des transporteurs et celles des distributeurs. Mais ce n'est pas le fait de la produire. Alors, je vais vous le montrer ici. Vous avez l'évolution là, sur un siècle, quasiment un siècle, du ticket de caisse des ménages américains. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'ils ne nous parlent pas des Français, c'est Olibrius? Tout simplement parce que les sites statistiques français sont ainsi faits par plein de polytechniciens que vous mettez un quart d'heure à ne pas trouver ce que vous voulez, alors qu'aux États-Unis, en 2 clics de souris, vous avez ce que vous voulez. Voilà. Donc, je n'ai jamais trouvé ce truc-là sur le site de l'INSEE. Si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur. Mais c'est la même chose. Pour la démonstration, ça marche pareil. Donc, vous avez ici la dépense alimentaire des ménages américains. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a un siècle, enfin en 1930, les ménages américains mettent un quart de ce qu'ils dépensent dans la nourriture. Et vous voyez qu'au début du 21e siècle, les mêmes ménages américains mettent moins de 10%. Alors, vous allez dire, bon, le prix de la nourriture a été divisé par 2,5. En fait, beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a un siècle, alors je suis désolé pour ces propos sexistes, mesdames, bouchez-vous les oreilles, mais c'est la réalité de ce qui se passait à l'époque. Qu'est-ce qui se passe il y a un siècle? Eh bien, Madame Michu, ou Madame Smith plus exactement, va acheter au marché ou chez le paysan du coin, ou va récupérer pour partie du reste dans son potager, des patates et des œufs pour faire le frichti pour Monsieur Smith, qui est parti au champ ou qui est parti à l'usine. Ce qui veut dire que l'essentiel de la dépense alimentaire des ménages à cette époque-là, c'est des produits bruts que les gens vont cuisiner eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est que la dépense alimentaire aujourd'hui en France? À 90%, c'est de la grande distribution, et là-dedans, pour une bonne partie, c'est des produits que vous fabriquez. C'est des produits issus de l'agroalimentaire. Or, les produits que vous fabriquez, les matières premières agricoles dedans, c'est une part minoritaire du ticket de caisse. Quand la personne passe à la caisse aujourd'hui chez Carouf ou dans un autre distributeur, on va payer le salaire du magasinier, le salaire de la caissière, le salaire du transporteur, le salaire du type qui a construit, enfin de la boîte de BTP qui a construit le magasin, le salaire, enfin les dividendes des actionnaires, la campagne de pub de Carouf, les gens qui ont fait les emballages pour que les produits arrivent là-bas, les marges des industriels de l'agroalimentaire, etc., etc. Tout ça, on va payer. Tout ça, ce n'est pas de la nourriture. Ce qu'on va vraiment payer en nourriture, c'est une part très minoritaire. Et je vais prendre un exemple qui est les œufs. Une boîte d'œufs de poule en batterie au supermarché, ça coûte aujourd'hui de l'ordre de 1,50 €. Un peu plus même. L'œuf, alors ça c'était avant Covid, inflation du prix des céréales, mais on va dire il y a 6 mois, l'œuf sorti d'élevage industriel, c'était 6-7 centimes. 6 x 6, 36. Ça veut dire que la boîte d'œufs vaut 36 centimes en coût de production, vous la payez 1,50 € au magasin, c'est que des marges en plus. C'est pas la bouffe que vous payez, c'est que des marges en plus. Transport, distribution, pub, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le ticket de caisse de monsieur ou madame Smith, quand ils sortent de chez Walmart, au mieux, c'est 20% de nourriture qu'il y a dedans. Et si monsieur et madame Smith sont au restaurant, donc si vous allez vous manger une omelette au café de Bercy là, qui est en face, que vous allez payer 6 €, vous allez également prendre 3 œufs de poule en batterie, allez, 3 œufs fermiers s'ils sont sympas avec vous, donc vous allez avoir de 20 à 30 centimes d'œufs dans un truc que vous allez payer 5 €. D'accord ? Donc vous ne payez pas la nourriture, vous payez tout le reste. Le loyer du restaurant, le salaire de la serveuse ou du serveur, la Porsche du patron, enfin voilà, vous payez tous ces trucs-là, vous ne payez pas la nourriture. Quoi. Donc si vous allez au restaurant, c'est encore moins. Quand vous regardez, donc si vous ramenez vraiment au prix de la nourriture, en fait, ce dont vous vous rendez compte, c'est que le prix des aliments, il a été divisé par 10 à 20, ou le prix de la part de la nourriture a été divisé par 10 à 20. Ça correspond à l'effondrement de l'emploi agricole dans le PIB, hein, ça correspond à peu de choses près à ça. Et dans le même temps, la quantité de viande qu'on mange a été multipliée par 3 à 5. Donc le prix de la viande, lui, il a carrément été divisé par 50. C'est ça, l'abondance énergétique.
c'est diviser le prix des aliments. Donc, dans un monde sans énergie, vous faites tous faillite. Moi aussi, du reste, parce qu'un consultant, comme je le disais tout à l'heure, se nourrit de la complexité du monde. Donc, il n'y a pas besoin de consultant dans un monde sobre en énergie. Donc, mon métier est autant à risque que le vôtre dans un monde sobre en énergie. Donc, l'histoire des 19e et 20e siècles est la suivante. Nous avons sous terre des combustibles fossiles qui sont gratuits. On va dire que non, ils ne sont pas du tout gratuits. Non, les combustibles fossiles sont gratuits. Toutes les ressources naturelles sont gratuites dans la convention économique. Vous n'avez pas, dans les comptes de vos entreprises, quoi que ce soit qui concerne le fait qu'il y ait 20% d'oxygène dans l'air. Pourtant, si je vous mets dans une atmosphère totalement saturée d'azote, 100% d'azote, tous les gens qui travaillent chez vous meurent, et donc le chiffre d'affaires tombe à zéro. Vous êtes d'accord ? Il n'y a rien dans les comptes de vos entreprises qui disent que vous dépendez de l'oxygène dans l'air. Vous êtes d'accord ? Pourtant, vous en dépendez. Eh bien, il n'y a rien non plus dans les comptes de vos entreprises qui prévoit quoi que ce soit pour le pétrole. Ce qui coûte pour le pétrole, c'est les gens qu'on va payer pour le faire sortir de terre, le raffiner, etc. L'existence même du pétrole sous terre, c'est gratuit. Exactement comme le vent et le soleil. Exactement comme l'existence de l'océan, l'existence du Mont Blanc, l'existence de la mer Méditerranée et l'existence du sable sur les plages. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. C'est les ressources naturelles qui nous ont été données gratuitement par la nature dans la Convention économique. Donc le pétrole est gratuit, il est aussi gratuit que le vent et le soleil, tant qu'il n'y a personne pour aller le chercher. Les combustibles fossiles brûlent, ça nous permet d'alimenter des machines qui nous ont permis de transformer la totalité de ce qui nous tombait sous la main. Et comme je viens de l'expliquer, ça nous a fait la structure actuelle des métiers, l'augmentation du pouvoir d'achat, ça nous a fait le système de soins, ça nous a fait les congés, parce que comme les machines bossent à notre place, on peut travailler 35 heures par semaine, on peut avoir 6 semaines de congés payés, enfin vous travaillez un peu plus et moi aussi, mais on peut avoir les congés payés, on peut avoir les études longues, on peut avoir la retraite. Il n'y avait pas de retraite dans le monde avant l'énergie abondante, ça n'existait pas. Ça n'existait absolument pas. Il n'y avait pas les études longues pour tous non plus. Il n'y avait pas non plus. Donc tout ça, ça nous a été amené par l'abondance énergétique. Ce qui veut dire que de s'occuper de transition énergétique, c'est bien plus profond que de simplement se demander où est-ce qu'on va planter des éoliennes. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire qu'il va falloir réformer les retraites. Vous allez en entendre parler, c'est pas la dernière fois, je vous le dis. Pas la dernière fois. Jusqu'à ce que vous mouriez et vos enfants aussi, on va s'occuper de réformer les retraites. En fait, on va les réformer en permanence parce que les retraites dans un monde en contraction énergétique, donc en contraction économique, ça se réforme en permanence. Le curseur entre les gens qui ne travaillent plus et les gens qui travaillent va se déplacer en permanence. C'est juste normal. Comme il s'est déplacé en permanence dans l'autre sens, au moment où l'énergie arrivait de façon de plus en plus abondante. On a urbanisé le territoire, vidé les campagnes, etc. Tout ça, c'est l'énergie. Alors, dans cette affaire, on a coutume de ne compter la transformation du monde que sous forme économique. Malheureusement, c'est une illusion d'optique. Pour comprendre vraiment ce qui se passe, il faut revenir à la physique. L'économie d'aujourd'hui n'est pas prédictive de la physique de demain. Dans les prix que vous avez payé le gaz l'année dernière, il n'y avait rien qui vous disait si vous en auriez ou pas l'année d'après. Rien. Donc, si vous voulez savoir à quoi ressemblent les flux physiques de demain, il faut retourner à la physique. L'économie ne vous le dira jamais. Jamais, jamais. Ce que l'économie vous dit, c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Point. Alors, dans un monde qui continue à être soumis aux mêmes lois, ok, on peut induire. Dans un monde où les lois d'évolution changent rapidement, ça ne marche pas. Deux limites au moins sont susceptibles de venir perturber ce que je viens de vous expliquer, la question du changement climatique et la question de l'approvisionnement énergétique. Je rappelle qu'il faut 4 à 400 millions d'années pour faire des combustibles fossiles. Donc le charbon, ça a été one shot. C'est les fougères de l'ère du charbon, le carbonifère, il y a 300 millions d'années. Donc ça, on n'en fera pas une deuxième fois. Le pétrole et le gaz, c'est plancton et microalgues qui ont vécu n'importe quand entre il y a 4 et il y a 400 millions d'années et qui ensuite ont sédimenté, se sont fait cuire par la géothermie, etc. Un processus un peu long, plus long que de faire un ragoût de bœuf, vegan évidemment. Et donc, c'est non renouvelable. Donc, c'est des denrées, les combustibles fossiles, qu'on ne peut pas reconstituer au fur et à mesure dont on s'en sert, que l'on s'en sert. Ce qui veut dire que, comme pour toute ressource non renouvelable, vous avez un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, vous avez nécessairement un maximum à l'extraction annuelle. C'est une démonstration mathématique qu'on peut faire, c'est assez simple. Et c'est nécessairement, passer ce maximum, des ressources dont la disponibilité au fil de temps diminue de façon inexorable. Climat ou pas climat, Climat ou pas climat. Alors, on va commencer par le climat.
Dans la foulée de l'utilisation des combustibles fossiles, mais pas que, les émissions de gaz à effet de serre ont considérablement augmenté sur le dernier siècle et demi. Vous les voyez ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre? Ça a une définition, là aussi, physique très simple. Je suis désolé de vous faire mal à la tête avec un peu de physique, mais c'est un gaz qui a des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. C'est assez simple. Hein. Donc, ça veut dire que c'est un gaz qui, quand il voit passer du rayonnement infrarouge de grande longueur d'onde émis par la surface de la Terre, il lui dit « Viens par ici, toi », et hop, il l'absorbe. Ce faisant, il chauffe, et ce faisant, il va communiquer son énergie à l'atmosphère environnante. Il va également se débarrasser de cette énergie en re-rayonnant, lui aussi, ce gaz, et une partie du rayonnement qu'il réémet repart vers la Terre et chauffe un peu plus la Terre. Donc un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui va absorber l'infrarouge terrestre, voir son énergie intrinsèque embarquée, augmenter, et s'en débarrasser pour partie en chauffant l'air autour de lui et pour partie en re-rayonnant vers la surface, un rayonnement supplémentaire qui va chauffer un peu plus la surface. C'est ça un gaz à effet de serre. Donc plus on en met dans l'air, plus vous avez la surface qui reçoit de l'énergie en provenance de l'atmosphère. Et donc, l'énergie emmagasinée par le système augmente, avec tout un tas de conséquences qu'on va voir. Ici, vous avez donc les émissions de gaz à effet de serre depuis un siècle et demi. Alors, vous voyez que ces émissions, elles ne font que croître et embellir. Là-dedans, j'ai discriminé le CO2 qui vient du charbon, le CO2 qui vient du pétrole, le CO2 qui vient du gaz. Au-dessus, vous avez la déforestation. Au-dessus, vous avez le méthane. Alors, le méthane est un gaz qui vous concerne particulièrement dans cette salle parce que tous les ruminants émettent du méthane de manière significative. La culture du riz émet du méthane de manière significative. Les déjections animales émettent du méthane de manière significative. Donc, dès lors que vous avez des produits animaux ou du riz dans les matières premières que vous manipulez, il y a eu des émissions de méthane qui sont évidemment incluses dans l'empreinte carbone de votre activité. Vous voyez que ces émissions n'ont pas arrêté d'augmenter, nonobstant tous les développements techniques que nous avons faits sur le siècle et demi, qui vient de s'écouler. Par exemple, on a mis au point les moteurs électriques et les centrales électriques. Il y a de plus en plus de centrales électriques et de plus en plus de moteurs électriques, et vous voyez que ça n'a pas empêché les émissions d'augmenter jusqu'à maintenant. On s'est mis à avoir les gens dans les villes. Alors, on n'arrête pas de dire les villes, c'est plus efficace énergétiquement. Peut-être, ça n'a pas empêché les émissions d'augmenter. On s'est mis à avoir des trains, ça ne les a pas empêchés. On s'est mis à digitaliser, ça n'a pas empêché. Et d'une manière générale, on n'a pas arrêté de faire des trucs et des machins sur le siècle et demi qui vient de s'écouler. Aucune innovation technique n'a été de manière autoporteuse une solution au problème. Ce qui veut dire que de se dire à l'avenir, il n'y a qu'à laisser les ingénieurs faire des innovations techniques et à mode de régulation inchangé, ça va régler le problème, c'est se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au plexus. Ça ne marchera pas, pas plus que ça n'a marché dans le passé. Pas plus que ça n'a marché dans le passé. On pourra expliquer pourquoi au moment des questions, mais il n'y a aucune chance que ça marche. Le principal gaz à effet de serre que nous émettons aujourd'hui est un oxyde. CO2, ça veut dire dioxyde de carbone. Il se trouve que les oxydes ont une propriété chimique bien connue. Ce sont des molécules extrêmement stables. Les oxydes sont des molécules non altérables, sauf si vous leur envoyez beaucoup d'énergie dessus pour débarrasser l'oxyde de son oxygène. C'est une opération qu'on appelle la réduction en chimie et qui demande d'utiliser des grandes quantités d'énergie pour l'opérer. C'est ça qu'on fait par exemple avec le minerai de fer, qui est de l'oxyde de fer. Mais un oxyde, tant que vous ne lui envoyez pas d'énergie dessus, il est stable. Le CO2 obéit à cette règle. Donc le CO2 est chimiquement inerte une fois qu'il est dans l'atmosphère. Dire qu'il est chimiquement inerte, ça veut dire qu'il n'a pas de processus spontané d'épuration. Donc tant que le CO2 est dans l'air, il y est éternel. Pour que le CO2 veuille bien sortir de l'air, il faut qu'il revienne au contact du sol, où là, il peut être épuré soit par dissolution dans l'océan, mais c'est un processus de vase communicant, donc ça ne marche pas ad vitam aeternam. Quand l'océan sera aussi plein que l'atmosphère, eh bien, ça s'arrêtera. Soit être repris par la photosynthèse, et pour ça, il faut que les écosystèmes et les plantes se portent bien. Sinon, la photosynthèse peut diminuer, et à ce moment, la reprise est de plus en plus faible, avec un effet d'emballement, évidemment. Alors, le jour où il n'y a plus de photosynthèse du tout, ce qui arrive au CO2 ne nous intéresse pas beaucoup, parce que s'il n'y a plus une seule plante sur Terre, on meurt tous. Voilà, donc après, il se passera ce qui se passera, c'est pas très grave. Ça ne perturbe personne qu'il n'y ait pas de vie sur Mars où il n'y a pas d'être humain. Donc le CO2 étant extrêmement stable, une fois qu'il est dans l'atmosphère, vous avez là une des caractéristiques centrales de cette affaire de réchauffement climatique. À cause de nos émissions de CO2, nous avons augmenté la quantité qu'il y en a dans l'air. Nous avons augmenté la concentration atmosphérique. Le jour où nous
nous arrêtons d'émettre totalement, cette concentration atmosphérique supplémentaire que nous avons créée avec nos émissions ne va pas s'en aller tout de suite. Ce que vous dit ce graphique, en fait, c'est que ce surplus que nous avons mis dans l'air, un siècle après arrêt des émissions, il en reste encore une petite moitié. Un millier d'années après arrêt des émissions, il en reste encore 20 à 25%. 10 000 ans après arrêt des émissions, il en reste encore 10 à 15%. L'atmosphère ne pourra jamais être remise dans l'état dans lequel nous l'avons trouvée en entrant. Jamais, jamais. Et comme le climat ne reviendra jamais dans l'état dans lequel il était en 1850 ou en 1800, ça veut dire que certaines conséquences de la dérive climatique à partir de maintenant ne peuvent rien faire d'autre que d'augmenter jusqu'à la nuit des temps. Alors la nuit des temps, c'est quelques milliers d'années, voire quelques dizaines de milliers d'années, c'est-à-dire beaucoup plus longtemps, probablement qu'il reste à une humanité nombreuse à vivre. Mais c'est... Voilà, donc là vous avez les chaînes de temps caractéristiques du problème et vous voyez que c'est très très au-delà des horizons de temps que nous avons l'habitude de gérer, que ce soit nos propres existences, que ce soit... voilà, alors ça je pense que les élections viennent de s'en charger, que ce soit un mandat présidentiel et que ce soit évidemment la stratégie de long terme dans une société cotée, c'est-à-dire entre 6 mois les mauvaises années et 3 ans les bonnes, ou l'horizon de sortie d'un fonds de private equity, je suis désolé de dire ça dans cette salle, c'est-à-dire là aussi 10 ans quand on est très patient et 5 ans quand on l'est moins. On est sur des horizons de temps qui n'ont rien à voir, et absolument rien à voir avec l'horizon de temps auquel il faudrait réfléchir pour gérer correctement ce problème. Vous avez ici une carte des écosystèmes qui sont installés en Europe si on ne le supprime pas pour faire autre chose. Alors je dis actuel, c'est déjà un peu faux. C'était actuel il y a 50 ans, on va dire. En Europe, si vous ne supprimez pas les écosystèmes existants pour y mettre autre chose, notamment ce qui vous permet d'opérer votre activité, c'est-à-dire des champs, eh bien, poussent essentiellement des arbres, il y a essentiellement des forêts. Ça veut dire que le climat est ni trop froid, ni trop chaud, ni trop sec, ni trop humide. Il est juste comme il faut, hein, comme la soupe dans la boucle d'or, là, pour que poussent des grosses espèces végétales, c'est-à-dire des arbres. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, dans le cadre des fluctuations naturelles du climat, car le climat fluctue naturellement, pas du tout aux mêmes échelles de temps que ce que nous sommes en train de faire en ce moment, hein, mais il fluctue aussi. L'Europe est plongée, comme la Terre du reste, dans une ère glaciaire. Il fait beaucoup plus froid. La géographie européenne ne ressemble absolument pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors d'abord, vous n'exportez pas en Scandinavie, puisque les Scandinaves sont sous la glace. Vous avez un glacier de 3 km d'épaisseur qui recouvre la totalité de la Scandinavie, une petite partie de l'Allemagne du Nord. Bonne nouvelle pour les rugbyman, les Irlandais et les Écossais sont aussi sous la glace. Les Canadiens sont aussi sous la glace et une partie des Sibériens, pas très nombreux à l'époque, sont aussi sous la glace. Pour constituer ces gros glaçons, il a fallu prendre de l'eau quelque part et la nature a opéré un énorme transfert d'eau depuis l'océan, parce qu'il n'y a que là qu'il y a de l'eau en quantité suffisante, vers ces glaces continentales. Et ce faisant, le niveau de l'océan a baissé de plus de 120 mètres. Donc il n'y a pas un seul club de voile pour aller faire de la voile dans la Manche. En France, il n'y a pas de Manche. Bonne nouvelle non plus, vous n'avez pas à gérer le Brexit. Il n'y a pas de Brexit, il y a la continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne de l'époque. Donc vous voyez que le trait de côte est quand même assez différent. Le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec. Dans un climat beaucoup plus froid, il y a moins d'évaporation, moins de précipitations. Et dans ce climat froid et sec que nous avons à l'époque, la végétation française ressemble à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie, c'est-à-dire de la steppe et de la toundra. Et dans ce paysage-là, vous n'avez pas beaucoup de clients, puisqu'il y a à peu près 100 000 personnes qui résident en France. Donc nous avons 100 000 chasseurs-cueilleurs occupés à courir derrière les mammouths, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de raviolis en boîte, et à cueillir des érelles. Voilà ce que nous avons à l'époque en France. Quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, ça s'est bien évidemment fait dans le cadre d'un réchauffement planétaire. Eh bien, ce réchauffement planétaire, il se limite à 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc le réchauffement planétaire global, qui a opéré la déglaciation dont vous voyez l'effet sur ces deux planches, c'est juste 4 à 5 degrés de réchauffement en 5 à 10 000 ans. De là, je vais vous proposer une première conclusion avant de rentrer dans le détail. 4 degrés de réchauffement en un siècle, si on joue à ce jeu-là, et même 2 en fait, hein, mais 4, ça sera la guerre partout. Ça sera l'effondrement, le chaos, la fin des démocraties, la fin de la paix. Je peux vous assurer que votre plan de trésorerie
parce que Eiffel a un petit morceau chez vous, ça ne sera pas vraiment votre souci. Voilà, Eiffel que j'adore par ailleurs, parce qu'on adore le client. Mais vous comprenez bien que c'est avec ça qu'on est en train de jouer. Hein, c'est avec ça qu'on est en train de jouer. Même 2 degrés, c'est déjà un effondrement partiel très important du monde. Même 2 degrés. Alors parlons de degrés justement. Vous avez ici le réchauffement planétaire depuis 1950 sur une échelle où le 0 correspond à la moyenne de la température planétaire sur la période 1850-1900. Donc on fait une double moyenne géographique et temporelle sur la période 1850-1900 sur l'ensemble de la planète et on regarde comment varie la température planétaire par rapport à ce 0. À la fin du 20e, début du 21e siècle, la température s'était déjà réchauffée de 1,2 degré. Alors à 1,2 degré, qu'est-ce qu'on a? On a 42 degrés à Biarritz il y a 2 jours. On a 50 degrés au Canada l'année dernière. On a 50 degrés au Pakistan il y a quelques mois. On a un tiers de la superficie française qui a brûlé en Australie il y a 1 an et demi. On a 15% des coraux qui sont déjà morts. On a des ouragans qui passent de catégorie 1 à 5 en 24 heures. Voilà, on a déjà ce genre de plaisanterie. On a plus de 100 personnes qui sont mortes dans des inondations totalement dantesques en Belgique et en Allemagne il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'est juste 1 degré. À 1 degré, on sait également que 10% de la forêt française va déjà mourir parce que vous avez déjà un certain nombre d'espèces qui sont en dehors de la zone de survie. Alors, ils vont mettre du temps. Hein. Un arbre centenaire, ça met du temps à se dessécher, etc. Mais ils vont finir par mourir. Rien qu'à ce qu'on a aujourd'hui. Et là, vous voyez comment pourrait évoluer la température à l'avenir. Alors, un scénario dans lequel on appuie très très fort, vous allez voir ce que ça signifie, sur la pédale de frein demain matin, limiterait le réchauffement à 1,5 à 2 degrés. Un scénario dans lequel on laisse le charbon vivre toute sa vie autant qu'il peut, parce que c'est essentiellement en charbon qu'il y a le reste des réserves fossiles. Hein. Pétrole, on va déjà avoir des problèmes, on commence déjà à avoir des problèmes et on va en avoir de plus en plus. Mais charbon, il en reste. Donc charbon à fond, vous voyez ce que ça donne. Donc on parle dans le scénario le plus haut de quelques 4-5 degrés, dans le scénario le plus bas de 1,5 à 2. En fait, le scénario le plus haut, moi, j'y crois pas, parce que la trajectoire que ça suppose sur un monde dont l'économie se porte bien, mondialisée, etc., rencontrera des limites bien avant la fin du 21e siècle. Ça supposerait une économie en très forte croissance jusqu'à la fin du 21e siècle. Les premiers emmerdements du changement climatique et la pénurie de ressources qui va s'accroître, notamment sur la deuxième moitié du 21e siècle, interdisent, à mon avis, totalement qu'on suive ce genre de scénario. Ça veut dire que la régulation involontaire arrivera beaucoup plus tôt que ça. Le scénario bas, vous allez voir que c'est une vraie question. Est-ce qu'on va arriver à suivre ce scénario-là, parce que ça suppose un effort géré. Alors, on va peut-être le suivre, mais à notre corps défendant. Vous verrez un peu plus tard. Donc, pour moi, on va se balader quelque part entre ça, et le scénario jaune, mais dans un monde où c'est essentiellement la limitation sur les ressources qui va se charger de nous mettre au pas. Et à ce moment, on aura plus d'emmerdements avec moins de moyens. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, on aura les canicules avec la guerre en Ukraine. Voilà. Okay. Mais en beaucoup plus important. Ce que vous voyez ici, c'est que sur les 20 années qui viennent, en fait, sur les 20 ans qui suivent le début d'un scénario, vous ne voyez pas beaucoup de différence entre les scénarios. C'est dû à la très forte inertie du CO2 dans l'atmosphère et partant, la très forte inertie du système climatique où les modifications d'émissions ne se voient pas beaucoup dans les 20 premières années. Je vais vous le dire autrement, de toute façon, quoi qu'on fasse à l'avenir, même en cas de réduction planétaire organisée forte des émissions, les emmerdements vont continuer à augmenter de manière significative. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut retenir comme conclusion. Je vais vous le dire encore autrement. Le jour où on décide que la plaisanterie a assez duré et qu'on va se mettre à lutter de façon féroce contre le réchauffement climatique, la seule garantie qu'on a à ce moment-là, c'est que les emmerdements augmentent derrière. Ce que je vous dis là, je le dis depuis 20 ans. Ce n'est pas une découverte, hein. C'est dans les rapports scientifiques depuis 20 ans. Donc si vous êtes surpris, ce n'est pas de ma faute. Hein, c'est de la vieille science, ce que je suis en train de vous dire. Parlons de canicules, puisque c'est de l'actualité récente. La fréquence d'occurrence des canicules va augmenter beaucoup plus vite que l'élévation de température. Prenez un événement qui arrive une fois tous les demi-siècles. Dans un monde qui se réchauffe de 1,5 degré, ce que vous voyez là, il arrive quasiment 10 fois plus souvent, ou plus exactement, le seuil qui était dépassé une fois par demi-siècle est dépassé
quasiment 10 fois par demi-siècle. Et quand ce seuil est dépassé, il est dépassé de quasiment 2 degrés. Dans un monde à 4 degrés, ce seuil qui est dépassé une fois par demi-siècle est dépassé quasiment tous les ans, avec une température maximale atteinte qui est augmentée de 5 degrés par rapport à l'épisode le plus chaud du demi-siècle dans le climat passé. Donc, ce que nous avons vécu il y a 2 jours, dans un climat qui se réchauffe, ça paraîtra une plaisanterie dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Si on continue sur notre trajectoire, l'été 2003 sera un été frais dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Alors, vous allez me dire, la deuxième moitié du XXIe siècle, c'est un peu loin pour mon plan de trésorerie, certes, mais ça veut quand même dire que l'activité qui consistera à manger va être un peu compliquée dans ce monde-là. Hein. Et si vous avez des enfants et petits-enfants, ça va un peu les concerner. Dans un monde qui se serait réchauffé de 4 degrés, vous avez ici le nombre de jours par an où les conditions extérieures sont potentiellement létales pour les êtres humains parce que la température dépasse la température de la peau et l'air est saturé d'humidité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas refroidir votre corps en transpirant. Il n'y a plus de place pour accueillir la sueur qui s'évaporerait depuis votre peau parce que l'air est déjà saturé d'humidité. Vous constaterez que c'est essentiellement la région équatoriale. Il y a à peu près, on va dire 1 milliard, 2 milliards de personnes concernées. Donc vous avez 2 milliards de personnes, et même dans un monde à 2 degrés, vous avez plus d'1 milliard de gens qui sont concernés. C'est-à-dire qu'ils risquent leur peau en sortant dehors. Hein, c'est comme s'ils vivaient dans un hammam permanent. Alors le hammam, vous y rentrez, je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé dans un hammam, vous n'y restez pas 5 heures dans un hammam. Hein, d'accord, vous y restez un quart d'heure, une demi-heure, pas combien de temps. Voilà. Bah, si vous devez vivre dans un hammam toute la journée, vous comprenez que c'est compliqué. Hein. Vous n'allez pas rester vivant très longtemps. Bah, c'est exactement ce qui risque de se produire d'une certaine manière. L'augmentation des précipitations va se faire de manière disparate. Il y a un certain nombre de régions dans le monde où cette augmentation n'aura pas lieu, ça sera une baisse. Et en plus, l'évaporation va augmenter à cause de l'élévation de température. Ce qui veut dire que dans énormément de régions du monde, les sols vont s'assécher. Vous voyez ici en brun toutes les régions du monde où les sols s'assèchent dans un scénario à 2 degrés. Là, on parle de 2 degrés, hein, de l'objectif politique. Hein. Vous voyez tout le pourtour du bassin méditerranéen, toute la Chine, quasiment tout le continent américain, toute l'Afrique du Sud qui commence déjà à avoir des gros problèmes, et nous, comme on aurait pu le chanter du tronc. Donc vous voyez, en particulier, pas mal de grandes régions céréalières dans le monde qui sont directement impactées par ce phénomène. De ce fait, les rendements vont baisser. Et le GIEC, il y a 2 ans et demi, a publié un graphique dans lequel il disait qu'à partir de 2 degrés, 2 degrés et demi, c'est ça la signification du code couleur violet sur ce graphique, l'insécurité alimentaire devient généralisée sur Terre. Hein, c'est-à-dire que l'insécurité alimentaire devient quelque chose de récurrent dans le paysage. Les forêts vont brûler de plus en plus facilement. Puis quand une forêt brûle, bah, il faut n'importe quoi entre quelques dizaines d'années et l'éternité pour que ça se reconstitue, parce que si on est dans un endroit où il s'est mis à faire trop sec, bah, on peut très bien ne plus avoir d'arbres qui poussent derrière. Hein. Les jeunes arbres ne peuvent pas prendre racine. Il y a un papier scientifique qui est sorti il n'y a pas longtemps disant qu'en Amazonie, on n'était probablement pas très loin du point de bascule où la forêt tropicale pourrait se transformer en forêt sèche, voire en savane, à cause de la modification des conditions climatiques. Je vous rappelle que l'Amazonie fait partie des endroits qui devraient s'assécher de manière significative. Et évidemment, la déforestation augmente le problème. Les ouragans vont s'intensifier, ça je pourrais y répondre s'il y a des questions aussi. Le niveau de l'océan va monter parce que l'eau chaude occupe plus de place que l'eau froide, hein, l'eau se dilate quand on la chauffe, et parce qu'on fait fondre des glaçons posés sur la Terre, notamment des gros glaçons. Le Groenland a commencé à fondre, et maintenant c'est irréversible. Et l'Antarctique de l'Ouest est à risque de déstabilisation. L'Antarctique de l'Ouest est un vaste château de cartes de glaciers arc-boutés les uns contre les autres, et tout ça est posé sur un socle rocheux qui est sous-marin. Bon, c'est un truc très instable, et ça pourrait se déstabiliser en partie ou en totalité. Ce qui fait que, comme pour les contrats d'assurance, si vous lisez les petites lignes du dernier rapport du GIEC, ils vous disent qu'à l'horizon 2300, c'est loin encore une fois, hein, okay, on ne peut pas exclure une élévation du niveau de la mer de plus de 15 mètres. Alors, plus de 15 mètres, ça veut dire qu'il n'y a plus une ville portuaire au monde. Plus une. Donc, au moins en 2300, si on suit ce scénario, il n'y a plus de mondialisation. Voilà. À mon avis, ça s'arrêtera un peu avant. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez ce genre de conséquences, et puis j'aurais pu continuer un certain temps. Alors, si on ne veut pas jouer trop avec le feu, quel est le cahier des charges de cette affaire? Je vais m'arrêter là. Vous avez ici une courbe, une deuxième droite très importante, qui vous donne la réponse en température du système climatique planétaire en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Alors, application numérique, comme on disait dans mon jeune temps.
En 2020, à fin 2020, on avait mis 2300 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et du coup, la température s'est réchauffée de 1,1, 1,2 degrés. Si on veut se limiter à 1,5 degré, ben c'est très simple. Il ne faut pas aller au-delà de 3000 milliards de tonnes émises dans l'atmosphère, dont 2300 ont déjà été émises. Donc, comme vous êtes des gens qui savent faire des comptes, comme moi, 3000 moins 2300, ça fait 700. Ça veut dire que le budget carbone qui nous reste à émettre d'ici à 2100, si on veut se limiter à 1,5 degré, c'est 700 milliards de tonnes, c'est-à-dire un petit tiers de ce que nous avons émis dans le passé et essentiellement depuis l'après-guerre. Avec une population planétaire qui était en moyenne 2 à 3 fois moins nombreuse, ça dépend de l'horizon de temps que vous prenez. Ce qui veut dire qu'un être humain qui démarre sa vie aujourd'hui, il a le droit à sa vie durant, s'il meurt à 80 ans, d'émettre de l'ordre, dans ce monde-là, du 10e de ce que ses grands-parents qui seraient morts aujourd'hui ont émis pendant leur vie. De l'ordre du 10e. Voilà, c'est ça le scénario à 1,5 degré. Compte tenu de ce que les énergies fossiles représentent dans l'énergie et de ce que l'énergie représente en termes de parc de machines, ça revient à dire qu'au premier ordre, son pouvoir d'achat cumulé sur sa vie est de l'ordre du 10e de celui de ses grands-parents. C'est ça, les 1,5 degrés. Alors, ok, je vous le fais au 8e. On va faire un peu d'efficacité, un peu de machin, un peu de nucléaire, un peu de énergie. Je vous le fais au 8e. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas juste un truc technique. On n'y arrivera jamais juste avec la technique. Les ordres de grandeur ne sont pas du tout là. Je n'ai pas le temps de détailler ce soir, mais il y a sur mon site perso un truc qui s'appelle « Qu'est-ce que l'équation de Kaya ?» C'est une petite règle de 3 qui disserte sur le problème, que je vous invite à aller lire. C'est dans la BD aussi, l'équation de Kaya. Vous vous rendez compte qu'on n'y arrivera pas juste avec des marges techniques. C'est juste impossible. La physique ne le permet pas. Donc si on est sérieux sur le climat, ça veut dire qu'on se met au régime. En ce qui concerne, voilà, donc chaque année, on a un peu moins de boîtes de conserve que l'année d'avant. À gros croissance dans cette histoire, hein, bon. Donc, alors, il y a évidemment des gens qui peuvent en profiter, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, on parle bien d'une mise au régime. C'est de ça dont on parle, globalement. Même à 2 degrés. 2 degrés, il faut se limiter à 3500 milliards de tonnes, dont 2300, etc. Allez, mon bébé, il a le droit d'émettre sa vie durant, le bébé qui naît aujourd'hui, le 5e de ce que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont émis pendant leur vie. Et là, je vous parle d'une moyenne planétaire. Bon. Une autre manière de présenter la même chose, c'est de dire qu'il faut que les émissions soient divisées par 3 au moins d'ici à 2050. Et s'il y a un banquier dans la salle, il devrait y en avoir quelques-uns, une division par 3 en 30 ans, en l'occurrence en 28, c'est de l'ordre d'une baisse de 5% par an. Ça veut dire qu'il faut que les émissions baissent de 5% par an tous les ans. 5% de baisse, on a vu ce que c'était récemment, c'est 2020. En 2020, les émissions planétaires ont baissé de 5%. Eh bien, il faudrait répéter cette baisse tous les ans, supplémentaire par rapport à la situation de l'année d'avant, hein, pour avoir une chance de tenir les 2 degrés. Tous les ans. C'est ça que ça veut dire, l'objectif des 2 degrés. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, on en parle, on n'a absolument pas le quart de la moitié du début d'une initiative sérieuse pour arriver à cet objectif. Voilà, donc on en cause, ça c'est sûr, mais on n'est absolument pas dans les clous pour aller à la bonne vitesse. Et je parle bien au niveau planétaire. Je vais finir avec ce petit camembert qui vous donne la décomposition des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est celle-là même qu'il faut baisser de 5% par an. 20% des émissions, c'est les centrales à charbon. La moitié sont en Chine. Donc dès que vous utilisez quelque chose qui est made in China, vous utilisez un truc qui est made in charbon. N'importe quoi. Une machine-outil qui est chez vous, un composant de machine-outil qui est chez vous, du nickel qui a été raffiné en Chine, n'importe quoi. D'accord, des verres de lunettes qui ont été fabriqués, n'importe quoi. Genre. 7 à 8%, c'est les émissions des centrales à gaz. Donc la production électrique à base de charbon et de gaz, en 2020, c'était un gros quart des émissions planétaires. 4% des émissions planétaires, c'est les cimenteries. Donc la construction des villes, ça fait notamment appel à ça. 12%, c'est les émissions directes, je ne parle pas de l'électricité consommée, des autres procédés industriels. Là-dedans, vous avez à nouveau 4% pour la chimie et 4% pour la métallurgie, l'acier.
Donc 4% la cimenterie, 4% la scierie, 4% la chimie. L'industrie agroalimentaire, qui consomme aussi des quantités d'énergie non négligeables, vient quand même significativement derrière. Le chauffage des bâtiments, c'est 5% des émissions planétaires. 14%, c'est les transports, dans lesquels vous avez 6 pour les voitures, 4 pour les camions, 2 pour la marine marchande et 2 pour les avions. Les camions et la marine marchande, c'est les objets de la mondialisation. Dans un monde dans lequel demain matin, je supprime les porte-conteneurs, les minéraliers et les camions, il n'y a plus de mondialisation. Ce qui veut dire que la mondialisation, c'est du pétrole, parce qu'on n'électrifiera pas 100 000 bateaux de la marine marchande de plus de 100 tonnes de porc en lourd. On n'électrifiera pas, je ne sais pas combien il y a de camions sur Terre, entre des dizaines et une centaine de millions. On n'électrifiera pas le milliard, de voitures sur Terre, de 1,5 tonne, tout ça, ça ne s'électrifiera pas. Alors, pas électrifier les voitures et avoir moins de voitures, ça n'empêche pas la mondialisation. Par contre, ne pas pouvoir transporter les marchandises, ça oui. 1% des émissions, c'est l'agriculture. Là-dedans, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, les ruminants, 1,5 milliard de vaches sur Terre. Vous avez les rizières, vous avez les émissions de protoxyde d'azote, une fois qu'on a épandu les engrais azotés dans les champs, donc le fameux N des NPK. Eh bien, quand vous épandez les engrais N, ça vous fait des émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre. Et vous avez une part marginale là-dedans, qui est le CO2 des tracteurs. 10%, c'est la déforestation. La déforestation est un processus amont de l'activité agricole. Essentiellement, on coupe des surfaces pour faire des champs. Ce qui veut dire que l'agriculture au sens large, déforestation incluse, c'est 1/3 des émissions planétaires. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement conséquent dans l'ensemble. Et là, vous avez 2 drivers aux émissions d'origine agricole, déforestation incluse, c'est la taille de la population et la part d'aliments carnés dans la diète, dans le régime alimentaire. C'est ça les 2 déterminants de ces émissions-là. Et enfin, les quelques pourcents qui restent, là, c'est gestion des déchets, gestion des groupes froids, enfin les fuites frigorigènes, etc. 2/3, pas tout à fait, 60%, c'est l'énergie. Si je fais un focus sur les émissions d'origine agricole, les sols, voici, donc la déforestation arrive en tête, le cheptel bovin arrive derrière, les rizières, l'épandage des engrais, et vous voyez, les tracteurs, c'est pas grand-chose. Donc vous allez me dire, bon, c'est trop horrible, c'est pas grave, on va prendre 2,5 degrés, on va faire confiance à la technique, on va gérer les conséquences, ils nous racontent n'importe quoi, on va y arriver quand même. Alors moi, je vais vous dire, oui, très bien, il y a de toute façon un deuxième truc qui va faire baisser les émissions, même si ça ne nous plaît pas, c'est que les combustibles fossiles sont en quantité finie. Ici, vous avez un document qui est totalement passé sous les radars de la presse française, publique, qui est le World Energy Outlook de l'Agence internationale de l'énergie de 2018. Et il y est écrit noir sur blanc, ce que moi je vous ai mis rouge sur blanc, c'est-à-dire la production de l'ensemble du pétrole dans le monde, hors pétrole de schiste et sable bitumineux, est passée par un maximum en 2008 et a commencé à décliner depuis. On a tiré par la manche deux anciens cadres dirigeants de Total, l'ancien patron de l'exploration et l'ancien patron de l'évaluation des gisements, l'ancien analyste pétrole et gaz de l'AIE. On leur a acheté pour une bouchée de pain, parce que sinon on n'aurait jamais eu les moyens, une base de données concernant l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde, et on leur a demandé de nous faire un pronostic sur ce que serait la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe à l'avenir sous seule contrainte géologique. Donc là, il n'est pas question de climat. Il se trouve que ces 16 premiers fournisseurs de l'Europe sont aussi les 16 premiers producteurs mondiaux, exception faite du Brésil et du Canada. Le résultat, vous l'avez sous le nez, même si les gilets jaunes ne sont pas contents, eh bien, à l'horizon 2050, la production de ces 16 pays, je dis bien la production, devrait être divisée par plus de 2. Ce qui veut dire que les exportations de ces pays vers l'Europe, qui importent 95% de son pétrole, seront divisées par 2 à 10. Gilets jaunes ou pas gilets jaunes, climat ou pas climat. Voilà. Ça a déjà commencé, en fait, ce mouvement. Ici, vous avez l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne et vous voyez qu'au moment où le monde passe son pic de production du pétrole, il commence à décliner, alors qu'avant, il n'arrêtait pas d'augmenter. Et ceci allant avec cela, vous avez ici, par exemple, la variation du taux de croissance de la zone OCDE, c'est avant ce qui nous arrive en ce moment-là, et vous voyez qu'il n'arrête pas de baisser et malheureusement, ça va continuer. Donc, pour conclure cet exposé, l'avenir qui nous attend, j'ai envie de dire de manière structurelle, je ne parle pas juste de l'année prochaine, l'année prochaine je ne sais pas, mais à l'horizon de quelques décennies, ce qui nous attend, c'est structurellement de moins en moins d'énergie pour faire face à de plus en plus d'ennuis. Parce que le climat planétaire dépend des émissions planétaires et pas juste des efforts que nous devons, de toute façon, même
s'il n'y avait pas de sujet climat, on devrait de toute façon les faire, que nous devons faire en France pour décarboner notre économie. Encore une fois, même s'il n'y avait pas de sujet climat, on devrait les faire parce que l'approvisionnement va baisser. Voilà, c'est très exactement ça qui nous attend. Et aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment les outils, le bagage technique, le mindset, comme diraient les Anglais, la boîte à outils pour nous attaquer à ce problème. Alors, c'est ce qu'on essaye modestement de faire à Carbone 4, mais on n'est pas du tout à l'échelle du problème non plus. Mais c'est très exactement à ça qui va être de plus en plus souvent, qui va s'inviter de plus en plus souvent dans notre paysage. Et ça s'invitera sous des formes qui seront à chaque fois des surprises. Donc le Covid et la guerre en Ukraine, c'est des illustrations possibles. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que c'est mathématiquement certain qu'une ressource donnée en quantité définie une fois pour toutes, son extraction ne peut faire que ça au fil du temps. Donc je ne sais pas vous dire exactement quand et sous quelle forme. Est-ce que ça sera une guerre? Est-ce que ça sera un défaut de l'Italie sur sa dette? J'en sais foutre rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'équilibre est très fortement instable. Et donc, il y aura des mécanismes correctifs très désagréables qui vont s'appliquer de manière croissante au fil du temps si on ne gère pas la situation nous-mêmes. Voilà. Vous l'avez évoqué à 2 reprises, mais sans approfondir les choses, c'est l'augmentation de la population mondiale. Est-ce qu'il y a un impact d'émissions de gaz à effet de serre? Tant qu'on n'est pas limité sur les ressources, tant qu'il n'y a pas de facteur limitant sur la possibilité de recourir aux ressources, la quantité qu'on consomme sur Terre, elle est proportionnelle à la population. Donc oui, il y a un impact évident de la démographie. Mais dans l'autre sens, il y a eu un impact de l'énergie sur la démographie. La très forte hausse de la production agricole mondiale vient notamment de l'abondance énergétique. Et donc, ça veut dire que dans un monde sans énergie abondante, c'est pas complètement sûr qu'on serait monté à 8 milliards. Voilà. Donc, ça marche dans les deux sens. À l'inverse, il est possible que sans énergie abondante, on assiste à des décrues de la population. Oui, absolument. C'est à peu près sûr que ça va se passer. Alors, les décrues, il y en a des sympathiques. On laisse les vieux mourir et on fait moins d'enfants. Il y en a des moins sympathiques qui s'appellent les pandémies et les famines. Ou dans le Covid, c'est une plaisanterie. Le Covid, ça a fait une année les morts de la circulation routière tous les ans. Donc, non, et beaucoup moins que le tabac. Donc non, le Covid, pour le moment, non, un truc sérieux, c'est la peste. La peste, en 10 ans, vous avez la moitié de la population qui y passe. Voilà, un truc un peu plus sérieux. On n'est pas du tout à l'abri du retour de quelque chose de très méchant. Non seulement on n'est pas à l'abri, mais les virologues vous disent que c'est qu'une question de temps. Je ne dis pas que je suis ravi qu'il en soit ainsi, je dis juste que ça fait partie des mécanismes de régulation qui existent et qui sont voilà. Dans notre monde interconnecté. En plus, ça ira assez vite parce que comme on se rendra compte après coup que le virus a circulé, regardez le Covid, je veux dire, c'est allé d'un point à un autre point de la Terre. La peste, ça a circulé aussi, mais beaucoup plus lentement. Donc là, ça s'est fait très vite. J'ai eu l'occasion de vous entendre sur une conférence à Sciences Po. Là, vous posez le problème. Sur la conférence, vous essayez déjà d'esquisser des solutions. Je pense qu'il faut qu'on reprenne 2 heures tous ensemble, parce que là, vous avez généré un peu d'inquiétude. Et quelque part, moi, je trouvais que vous dessiniez un chemin auquel on n'est pas prêt, mais peut-être un chemin faisable. Il y a un éternel débat quand on s'intéresse à ce problème, qui est de savoir si on doit commencer par la solution, si on doit commencer par le problème, si on doit commencer par les deux à la fois. Alors les deux à la fois, ça suppose toujours un créneau horaire qui n'existe pas dans nos sociétés aujourd'hui. Donc si je dis j'ai besoin de 3 heures, on me dira toujours non, 3 heures tu les auras pas. Donc après il faut choisir. Si je parle juste de la solution peut paraître un mur trop haut à franchir pour des gens qui n'ont pas conscience de l'importance du problème. Donc ils se diront non, on va pas y aller parce que bon, enquiquine avec son machin, là, on va quand même pas commencer à se priver pour je sais pas quoi, en réalisant pas de toute façon qu'on n'a pas tellement de troisième voie. Et si on commence à esquisser, et là j'ai juste esquissé parce que chacune de mes diapos, j'aurais pu avoir derrière un développement avec 1 heure supplémentaire. Il faudrait vous expliquer comment fonctionne le système climatique, comment on sait ce qu'on sait, où est-ce qu'il y a une assurance raisonnable et où est-ce qu'il y a des choses qui sont... Voilà. Où est-ce que l'incertitude risque de jouer en notre défaveur. En particulier sur la variabilité du climat, l'incertitude va probablement jouer en notre défaveur. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, Evelyne Delia avait fait un faux bulletin météo pour 2050.
Il se trouve que les températures qu'elle mentionnait sur son faux bulletin météo pour 2050, c'est celles qu'on a eues il y a quelques jours. Là. Donc là, l'incertitude et le fait que les scientifiques aient été prudents en disant si on n'est pas sûr, on ne va pas en parler, ça joue en notre défaveur. Parce qu'ils auraient dû être beaucoup plus alarmistes en disant, vous savez, ça va nous tomber dessus beaucoup plus vite que l'idée qu'on s'en fait. Donc la question de l'allocation du temps quand le temps est compté est toujours un sujet un peu compliqué. Au Shift Project, on a travaillé sur les 2 dernières années à quelque chose qu'on a appelé le plan de transformation de l'économie française, qu'on avait calé sur l'élection présidentielle. Alors maintenant qu'on a un président sans majorité, je pense qu'on peut le ranger dans nos cartons pour un certain temps. Oui, ça fait partie des conséquences. Parce que je vois mal comment on peut conduire ce qui s'apparente quand même quelque part à un effort de guerre avec un gouvernement qui est en majorité relative au Parlement. Donc, je ne sais pas où. Et je ne porte pas spécialement M. Macron dans mon cœur, mais en l'occurrence, là, on est dans une configuration qui va être une configuration particulièrement bloquante pour faire n'importe quoi d'un peu disruptif, dans un sens ou dans l'autre. Pas de sujet. Il n'empêche que ce plan de transformation de l'économie française, il peut quand même donner lieu et inspirer tout un tas d'initiatives de terrain. Donc les gens peuvent le lire et se dire, tiens, je comprends dans quelle direction générale il faut aller. Et à mon échelle, même sans changement du cadre organisé, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile, je peux essayer de faire des choses qui vont dans la bonne direction. Il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels on a besoin d'un cadre organisé. Et si je prends un exemple qui vous concerne de près, on propose dans le plan de transformation de l'économie française de mettre plus de monde dans l'agriculture, tout en divisant par un facteur 2 à 3 les productions animales. Donc là, normalement, tout le monde saute au plafond, heureusement qu'il est haut. Il est hors de question de faire ça dans un cadre qui ne soit pas un cadre un peu organisé. Alors, il y a des initiatives qui commencent à apparaître ici et là, des néo-ruraux qui se remettent à la terre, des machins, mais quand vous regardez l'évolution globale, elle continue à partir dans la mauvaise direction. Continue à avoir une concentration, des trucs de plus en plus capitalistiques, des haies qu'on continue à arracher, de la monoculture qui se spécialise de plus en plus par bassin, etc. Enfin, on n'est pas du tout globalement... on dit toujours qu'il y a plein de maïs dans le sud-ouest. On est quand même... globalement, la déspécialisation très rapide qu'il faudrait avoir des bassins agricoles, on l'a pas du tout entamée. Donc, il faudrait aller beaucoup plus vite. En fait, il faudrait prendre des directions et aller très rapidement dans un certain nombre de directions. Et hors cadre global, c'est juste impensable. Sans compter qu'en plus, une partie du cadre est européen, ce qui rajoute un élément de rigidité supplémentaire dans le processus. Voilà, donc c'est clair que la situation dans laquelle on se retrouve là aujourd'hui n'est pas simple. Et elle est notamment due, malheureusement, au fait que pendant de trop nombreuses années, au lieu de s'attaquer au problème tel qu'il se présente, qui est celui que je vous ai évoqué, parce que ce truc-là, je disais la même chose il y a 10 ans, et il y avait un certain nombre de gens qui disaient la même chose il y a 10 ans, donc ça n'a pas tellement changé. On a continué à se bercer de l'illusion qu'on allait pouvoir faire perdurer encore très longtemps le système dans lequel nous sommes, et qu'on pouvait affecter les moyens que nous avons aujourd'hui à essayer de continuer à optimiser encore plus finement un système qui va bientôt sortir de sa zone de confort. Non, donc on a fait une très mauvaise allocation de nos ressources, c'est très clair. Malheureusement, ce qui est fait est fait, donc ça on ne changera pas. Voilà. Mais donc parler des solutions, c'est un chantier en soi. Je vous invite à lire ce bouquin, donc le plan de transformation de l'économie française, et tous les rapports sectoriels qui vont derrière, qui sont disponibles sur le site du Shift Project. C'est essentiellement à ça qu'on essaye de travailler. Et pour finir avec une petite remarque, un peu cash. Pas du tout énervé, mais un peu cash. Quand ces dernières années, on a battu la campagne pour dire aux entreprises, parce que le Shift Project est financé par des entreprises, soutenez-nous pour qu'on puisse travailler à la manière de décarboner l'économie, ça n'a jamais été extrêmement prioritaire pour l'essentiel des entreprises par rapport à tout un tas d'autres trucs. Le budget de l'association, c'est 1,5 million d'euros, en gros, pour vous dire. C'est pas très très lourd face aux 80 milliards de résultats qu'on a eu l'année dernière, rien que pour le CAC. Donc, globalement, aujourd'hui, les acteurs économiques continuent à ne pas beaucoup investir de moyens dans la préparation du monde que je viens d'évoquer. D'où le fait que quand on découvre le constat, on se dise « Ah ben zut, on est un peu à poil ». Oui, vous avez raison. Merci pour ce constat qui est effectivement qui est dur à prendre. Parce qu'on
on l'a fait tous un petit peu, puis on oublie en fait. Et on repasse, on continue dans notre activité. Ma question c'est, est-ce que vous pensez pas que... qu'est-ce que vous pensez des nouvelles générations? Parce que vous avez été prof au mines, vous assistez beaucoup sur le fait de former les dirigeants politiques. Enfin, on a le sentiment que la société, que les politiques n'ont pas compris. La société civile, ça dépend. Est-ce qu'il y a quand même une zone d'espoir avec justement nos enfants qui vont prendre le pouvoir sur ce sujet-là? Est-ce que... La réponse est non. Il n'y a pas d'espoir parce qu'ils n'ont pas le pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir, c'est nous dans cette salle qui l'avons. Oui, mais on n'a pas le temps d'attendre. Le pouvoir, c'est nous dans cette salle aujourd'hui qui l'avons. De temps en temps, c'est une des sources de clientèle qu'on a à Carbone 4. On voit arriver des dirigeants qui se sont fait passer une danse par leurs enfants, ça on voit. Mais c'est le seul pouvoir qu'ils ont. C'est le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de passer une danse à leurs parents. Y a on en voit arriver, par exemple, qui disent « mes enfants ne veulent pas avoir d'enfants ». Ça les secoue. On en voit, voilà. Donc, quand il y a ce genre de choses, là, oui, ils se réveillent un peu. Mais sinon, c'est à nous, c'est notre génération qui exerce le pouvoir aujourd'hui. Donc, faut rien attendre de nos enfants. C'est à nous de faire le job. Mais je le redis, c'est à nous de faire le job. C'est nous qui avons les manettes aujourd'hui, hein, pas eux.